30 minutes, ce qui est encore plus rapide que Phileas Fogg qui a eu 80 jours pour le faire. Et donc j'imagine que la première question qui sera posée, c'est vous n'avez pas parlé de telle situation, parce que par définition, je devrais laisser quelques choses vides. Oui, nous sommes dans un monde mondialisé parce que plus personne aujourd'hui n'irait faire ce pari fou de dire je vais parier une grande somme d'argent pour faire le tour en 80 jours. Parce qu'on peut le faire effectivement très rapidement en quelques temps. Et en même temps, Phileas Fogg s'est rendu dans des endroits où il serait plus difficile aujourd'hui de se rendre. Donc la situation est contrastée. Nous vivons dans un monde globalisé. La globalisation, c'est à la fois une histoire un peu ancienne qui remonte peut-être au tout début avec la circumnavigation, lorsque des navigateurs hardis sont venus non pas découvrir le monde, ils n'ont rien découvert, mais plutôt le conquérir. Et il y a eu donc cette première mondialisation, mais ce qui change avec la mondialisation actuelle, c'est la contraction du temps et de l'espace. Le temps et l'espace ont été très largement contractés, et donc effectivement, on peut aujourd'hui, à part les nouvelles technologies de l'information et de la communication, se déplacer beaucoup plus rapidement ou être en contact immédiat avec quelqu'un qui a des milliers de kilomètres. La crise de 29 avait mis 3 ans pour traverser l'Atlantique, la crise de 2008 a mis quelques heures pour le faire. Et donc on voit bien que cette notion du temps et de l'espace a complètement été bouleversée et que la notion même de frontière a été modifiée, même si on voit des murs qui s'élèvent là où il n'y a plus de frontières, donc c'est un peu ambivalent. Dans ce monde globalisé, où le nombre d'acteurs internationaux est de plus en plus important, il y avait une 50aine d'États lorsque l'ONU a été créée, il y en a 193 membres aujourd'hui, et d'autres qui frappent à la porte, qui n'en sont pas encore membres. Il y a de multiples acteurs, les firmes multinationales, les ONG, les sociétés groupées, les individus, les médias, etc. Et donc, ce qu'on appelle la scène internationale est peuplée d'acteurs de plus en plus nombreux, diversifiés, parce que le pouvoir est émietté. Et donc, dans ce monde où le pouvoir est à la fois diversifié et émietté, il n'est pas possible pour un seul acteur de diriger seul le monde. Que va-t-il se passer ou quelles sont les perspectives pour 2017? Il faut commencer, pour faire cela, par dire c'est que ce monde est toujours régi par des rapports de puissance. Il n'y a pas réellement de communauté internationale. Nous vivons sur la même planète parce que s'il y a un réchauffement climatique, nous en subirons tous les conséquences. Si des grandes épidémies se développent, il n'y aura pas de frontières pour les arrêter. Et du fait que les gens bougent de plus en plus, les grandes épidémies se transportent beaucoup plus facilement. S'il y a du chaos quelque part, par le biais du terrorisme, on voit très bien que les attentats frappent partout, qu'il n'y a pas des pays qui sont protégés quand d'autres y sont soumis. Donc, on est bien sur la même terre, nous vivons bien sur la même planète, et les événements qui se passent dans un pays ont des conséquences dans les autres. Mais en même temps, il n'y a pas réellement de communauté internationale parce que quand on évoque cette communauté internationale, c'est plutôt pour déplorer ses échecs que pour célébrer ses succès. On dit que la communauté internationale est incapable d'amener la paix entre Israéliens et Palestiniens, qu'elle est incapable de mettre fin à la guerre civile syrienne, qu'elle est incapable de mettre fin à manque d'accès à l'eau de nombreuses populations, et je pourrais multiplier les exemples. Donc on l'évoque pour déplorer ces échecs, parce qu'il y a des échecs et que, pour reprendre une boutade, la communauté internationale, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde en a entendu parler, mais personne ne l'a jamais vu réellement, on la voit mal à l'œuvre, parce que l'ONU est impuissante à agir de façon commune. Au clivage idéologique de la guerre froide, sont venus succéder les rivalités nationales. On n'a plus le communisme contre le capitalisme comme de 45, 47 aux années 90, mais néanmoins, il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'unité pour dire agissons ensemble pour ramener la paix dans telle ou telle région. Et je pense personnellement que, j'y reviendrai par la suite, une grande étape, une grande opportunité historique a été manquée lorsque, à la fin de la guerre froide, au lieu de donner tous les pouvoirs à l'ONU, comme ça fut le cas pendant la première guerre du Golfe, ou lorsque l'Irak
a été abandonné par son allié soviétique Gorbatchev, voulant faire régner le droit international et non plus faire régner le jeu des alliances. Peu après, les États-Unis l'ont abandonné à son triste sort alors qu'il demandait une aide économique. L'URSS a implosé. Les États-Unis ont préféré être les vainqueurs de la guerre froide que les bâtisseurs d'un nouvel ordre mondial. Et George Bush père a pu dire que grâce à Dieu, l'Amérique avait gagné la guerre froide et que tout le monde, personne ne se plaignait de la suprématie américaine parce que les Américains avaient un plan pacifique pour le reste du monde. Ce qui s'est révélé inexact, pour ne pas dire faux par la suite. Donc il n'y a pas de communauté internationale et le jeu des rivalités nationales, des rapports de puissance, dirige toujours le monde. C'est toujours en fonction des rapports de puissance que les relations internationales doivent être interprétées et disséquées. Et quand on regarde quelles sont les grandes puissances du monde qui peuvent avoir un impact sur la vie internationale, évidemment, au premier rang, on met les États-Unis. Et évidemment, à 4 jours de l'intronisation de Donald Trump comme président, on émet des inquiétudes par rapport à ce que peut faire le nouveau président américain. Le nouveau président américain, quelque part, admet une certaine faiblesse américaine. Lorsqu'il dit qu'il a pour slogan « America First », ça veut dire que ce n'est pas le cas. Et lorsqu'il dit qu'il veut « Make America Great Again », ça veut dire que les États-Unis ne sont pas si grands que cela. Sinon, il ne serait pas nécessaire de les remettre au grand niveau. Et quelque part, à son corps défendant et implicitement, Donald Trump avoue un affaiblissement relatif des États-Unis. Mais quand on regarde la situation, on voit bien que les États-Unis ont une place réellement unique dans la société internationale. Regardez comment on a suivi les élections américaines. À partir des primaires, donc à partir de février de l'année où le vote a eu lieu, tous les médias du monde ont suivi les primaires, puis l'élection de Donald Trump. Ce fut déjà le cas en 2012, ce fut déjà le cas en 2008, et c'est le cas depuis longtemps. On peut dire que l'élection américaine est une élection mondiale, mais au suffrage qu'on qualifierait de censitaire dans la France d'antan, puisque seuls certains citoyens peuvent prendre part au vote. Du Soudan à la France, du Japon au Cambodge, du Pérou à la Norvège, d'Haïti à l'Arabie Saoudite, tous les pays, de la Chine bien sûr à la Russie, tous les pays regardent attentivement qu'est-ce qui va se passer pour l'élection présidentielle américaine. Parce que les gens savent que selon le président élu, cela aura des conséquences pour chacun des pays. Aujourd'hui, la relation bilatérale la plus importante pour chaque pays, en bien ou en mal, est celle entretenue avec les États-Unis. C'est aussi vrai pour les Israéliens que pour les Palestiniens. C'est aussi vrai pour les Sud-Coréens que pour les Nord-Coréens. C'est aussi vrai pour la Colombie que pour le Venezuela. Et c'est aussi vrai pour la Russie que pour l'Ukraine. Donc, contrairement à la guerre froide où il y avait des alliances un peu différentes, aujourd'hui, la relation bilatérale la plus importante est celle qu'un pays entretient avec les États-Unis, et c'est aussi vrai pour le Soudan que pour la France. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont la première puissance stratégique mondiale. Armes nucléaires, forces de projection, une dizaine de porte-avions à propulsion nucléaire, des moyens d'écouter tout le monde, des satellites d'observation, d'écoute, des missiles tirés à distance. Même si aujourd'hui cela a un peu diminué, il y a 6 ans, les États-Unis dépensaient à eux seuls 50% des dépenses militaires mondiales. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un pays à lui seul réalisait 50% des dépenses militaires mondiales. Du fait de l'augmentation des dépenses chinoises, saoudiennes, dans le Golfe, en Asie, et de la relative diminution des dépenses américaines, le taux est descendu à 40% grosso modo, mais ça reste quand même énorme. Jamais dans l'histoire, un tel taux n'est survenu. Puissance économique. Les États-Unis ont le premier PIB du monde. Si l'Union européenne fusionnait les PIB des 28-27 pays membres, elle dépasserait. Mais l'Union européenne n'est pas un État, c'est une assemblée différente. Puissance également technologique. Google, Amazon, Twitter, tout cela, la Silicon Valley est l'exemple même de la puissance technologique. Et quand un pays dit qu'il veut développer son secteur de nouvelles technologies,
Il dit qu'il va créer un Silicon Valley à la française, à la soudanaise. Donc ça veut bien dire que le modèle, il est là-bas, et non pas chez nous. Et puis puissance culturelle au sens large, au sens commercial du terme, et au sens d'influence. La puissance culturelle, c'est ce qu'on appelle le soft power, ce concept défini par Joe Nye en 90, qui disait oui, les États-Unis sont moins puissants qu'avant, mais on a quelque chose que d'autres n'ont pas, c'est notre capacité d'attraction. Que je pourrais résumer ainsi: ceux qui défilent en criant « à bas les États-Unis » le font très souvent en ayant des Nike aux pieds, veulent envoyer leurs enfants dans des universités américaines, et le soir, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils regardent une série américaine à la télévision. Et donc cette attraction de la culture américaine, Hollywood produit de l'argent, produit également de l'influence. C'est Hollywood qui a quand même façonné un récit sur les génocides des Amérindiens, plutôt pour l'ignorer. Parce que quand on regarde les westerns, on voit que c'est les cow-boys qui sont les victimes et les Indiens les méchants. Alors que, historiquement, ça a quand même été un peu inversé. Durant la guerre froide, Hollywood s'est mis au service de la puissance américaine, et après 2003, dans un certain nombre de films, le bad guy était français. Dans Rush Hour 3, Tekken, Jimi Hendrix, Zorro, parce que Hollywood s'est vengé du refus français de la guerre d'Irak en 2003, en donnant, effectivement. Et ça compte en influence. Quand, dans la série 24 heures, on voit pour la première fois un noir à la Maison-Blanche, ça peut avoir un impact positif. Mais quand, dans cette même série, on justifie l'usage de la torture pour obtenir des renseignements, parce que Jack Bauer torture pour obtenir des renseignements, et qu'on dit mais c'est efficace, c'est nécessaire, ça vient bien sûr impacter. Si le gouvernement américain, si George Bush était venu à la tribune de l'ONU pour dire la torture est nécessaire pour lutter contre le terrorisme, il n'aurait été sifflé, il aurait été tué. Si dans une série américaine que tout le monde regarde tranquillement chez soi, eh bien on montre cela, on l'accepte beaucoup plus facilement. Donc c'est ça qui donne la force d'influence aux États-Unis. Mais néanmoins, il n'y a pas d'équivalent à la puissance américaine, et donc il n'y a pas un monde multipolaire, parce que si on prend les autres pôles de puissance, on voit qu'ils sont loin derrière. En même temps, le monde n'est pas unipolaire parce que le pays le plus puissant du monde n'est pas tout puissant. Et que de la guerre d'Irak à la guerre d'Afghanistan, de la continuation de la guerre civile syrienne, de l'annexion de la Crimée par la Russie, de la poursuite indéfinie du conflit israélo-palestinien, on voit plein d'exemples où les États-Unis ont été incapables d'imposer leur volonté parce qu'ils sont les plus puissants mais ne sont pas tout puissants. Si les États-Unis étaient tout puissants, il y aurait eu le régime iranien aurait été renversé, il n'y aurait plus de Corée du Nord. On voit bien qu'il se heurte à de nombreux obstacles de par la globalisation. Parce que, effectivement, la toute-puissance américaine est compensée par un tas d'acteurs. Quels sont? Et donc Donald Trump intègre cela, et en même temps, il a pour slogan America First. On va voir ses premiers jours au pouvoir. Il a commencé à donner des signes inquiétants sur les restrictions de visa, sur le renouveler les menaces de ne pas laisser entrer de musulmans. Je pense que Donald Trump, contrairement à sa prédiction, va affaiblir les États-Unis. Parce qu'il a une politique, je ne parlerai même pas de sa moralité, parce que les relations internationales ne sont pas guidées par la moralité. Elles sont guidées par les intérêts et par le réalisme. Mais donc, en dehors de toute moralité, même si moralement je condamne les déclarations de Trump, en dehors de toute moralité, la politique de Trump risque d'affaiblir les États-Unis parce qu'il a une politique qui se veut isolationniste, et dans un monde globalisé, l'isolationniste n'est tout simplement pas possible. Vous ne pouvez pas faire pousser des murs et vous croire à l'abri. Vous ne pouvez pas exclure les autres, vous ne pouvez pas vous retrancher sur vous-même. Et Donald Trump risque d'ouvrir une guerre commerciale avec la Chine s'il augmente les taxes sur les produits que la Chine exporte